Les grandes mutations du monde du football, tous ces milliardaires venus ici, chez nous, dans ce monde de passionnés, développer leur empire. On en parle souvent dans le Dèche Foot ensemble en direct, 100% interaction. Aujourd'hui, on fait un point en vidéo ensemble. Le football est à l'image de la société, un capitalisme toujours plus poussé, toujours plus d'inégalités. Alors, expliquons ensemble comment ça se passe avec l'arrivée massive de nouveaux riches. Depuis le Covid, ça paraît encore pire. D'un côté, on a des milliardaires qui ont des millions et des millions à dépenser et qui ont surtout une communication à faire, une aura à développer. Ils ont besoin de se faire connaître. Quoi de mieux que le monde du football? D'un autre côté, on a aussi des pays qui veulent user du soft power, des pays qui veulent se développer pour ne pas mourir, pour ne pas rester isolés. Et le football, là aussi, est une formidable vitrine pour tisser des liens, pour se faire un réseau de connaissances, un réseau de partenaires et pour développer son image à travers les émotions sportives. Quand certains métiers vous laissent dans l'anonymat alors que vous êtes millionnaire, milliardaire, le football, être propriétaire d'un club de foot ou plusieurs clubs de foot, vous met au niveau parfois de certains chefs d'État. Alors oui, depuis 2022-2023, toujours plus, les Américains d'un côté, dotés d'énormément de millions d'euros à dépenser, et les Anglais essayent de tirer la part belle du vivier de talent du football français. La France est peut-être, avec le Brésil, le plus grand vivier au monde de grands footballeurs. Et ça y est, ça se sait. Alors avec notre formidable vivier à valoriser, est-ce que l'on devient ou est-ce qu'on est devenu le pantin par exemple de la Première Ligue? Que peut devenir la Ligue 1? On sait que la Ligue de football professionnel travaille énormément pour que la Ligue 1 redevienne grande et belle. Et avec l'essor de l'OM en plus du PSG, forcément dans les années à venir, on doit s'attendre à un retour au premier plan de notre chère et belle Ligue 1. Ce seront donc deux locomotives très fortes, mais en attendant, est-ce que Lorient, avec l'arrivée en part minoritaire du milliardaire Follet, le propriétaire de Bournemouth et donc le pantin de ce club de Première Ligue, est-ce que Lyon, avec Textor, qui est propriétaire en partie de Crystal Palace, mais aussi de Botafogo, est devenu simplement un club satellite ou plus? On en parle. Quelles sont les nouvelles stratégies? Ça, c'est la question. Alors justement, il y a d'abord des stratégies multi-clubs. Les stratégies multi-clubs, ça a un peu toujours existé, vous allez me dire. Les années 90, le PSG était aussi propriétaire via Michel Denisot de Châteauroux. Bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Dans les années 2000, vous avez certainement connu aussi la famille Pozzo, Giampaolo Pozzo, propriétaire de l'Udinese, Gino, son fils, propriétaire de Watford. Ils ont eu aussi jusqu'en 2016, pendant 7-8 ans, la propriété de Grenade en Espagne qu'ils ont revendue. Voilà, des stratégies multi-clubs avaient déjà démarré. Désormais, elles sont beaucoup plus abouties. Parce qu'on s'est rendu compte que posséder son club et son stade, c'était bien, mais que posséder plusieurs clubs avec plusieurs stades dans plusieurs pays, là, c'était le gage de synergie, le gage de travail complémentaire, le gage de faire beaucoup plus de business en confiance. C'est le drame du football et de la société actuelle, on n'arrive plus à se faire confiance. Ni pour obtenir une information, ni quand on lit une information, ni quand on travaille, le problème de la confiance. Étant tous sur écoute ou pas, etc., c'est la société actuelle. Donc dans le foot, c'est encore exacerbé. Alors, quand vous possédez plusieurs clubs, là vous vous dites que vous ne serez pas poignardé dans le dos. Quoique. Un exemple, un nom que vous avez certainement entendu du côté de Saint-Etienne en 2022, David Blitzer. David Blitzer, un Américain qui, depuis 2015, propriétaire en partie de Crystal Palace. Au fil du temps, en fait, il est devenu minoritaire dans énormément de clubs, franchises, dans différents sports, même dans le e-sport, baseball, basketball, en NBA par exemple aux Sixers de Philadelphie, mais aussi dans le baseball, récemment aussi propriétaire, cette fois majoritaire, du Salt Lake City, en MLS, il est un peu partout, on le voit en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne en division inférieure, il s'est positionné. Alors tout ça, à quoi ça sert, à quoi ça rime? Encore une fois, vous pouvez effectuer en toute confiance de multiples transferts. Il y a par exemple eu récemment un transfert d'un joueur d'Augsbourg, son club, vers Salt Lake City. Vous pouvez donc réaliser des améliorations de club en club. Vous pouvez créer des synergies, envoyer aussi certains éléments administratifs, financiers d'un club, d'un pays à un autre pour mieux travailler. Vous pouvez donc améliorer de façon globale et surtout une entité
entité en difficulté, vous pouvez l'aider à se redresser avec une autre et donc vous trouvez un meilleur équilibre. Autre exemple donc, le milliardaire Foley, propriétaire de Bournemouth. Il a pris les parts minoritaires de Lorient récemment, vous en avez entendu parler. Bing, Dango Ouattara, transfert exceptionnel et très valorisé très haut du côté de Bournemouth pour aider les Anglais à se sauver en Première Ligue et faire rentrer de l'argent frais à Lorient, qui est désormais un club plus que rentable, en plus avec la super saison que les Merlus réalisent. D'ailleurs, au passage, Foley voulait faire d'autres affaires en France, puisque c'est lui qui était annoncé dans le tour de table avec John Textor du côté de l'Olympique Lyonnais, et en se retirant de ce tour de table, c'est ce qui avait provoqué quelques retards à l'allumage, et donc une officialisation de la vente repoussée. Ce qui est bien en plus dans ces méthodes, c'est que quand vous n'êtes pas majoritaire partout, vous n'attirez pas forcément l'attention, ni au niveau légalité, ni au niveau des médias. Donc vous pouvez faire votre tambouille beaucoup plus facilement et gérer des dossiers en mode un petit peu sous-marin. Je parlais de Lyon justement, Textor, sa stratégie multiclub, on la voit éclore avec l'Olympique Lyonnais qui vient de se adjoindre les services de Jeffinho, formidable ailier virevoltant de Botafogo qui ravit les fans brésiliens. Bam, il part en option d'achat à Lyon en difficulté. Quand je vous dis un club que vous avez à peu près stable vient en aide à un autre que vous avez acheté mais qui a des difficultés, bim, ce sont donc vos épaules qui vous permettent un équilibre. C'est possible uniquement quand vous êtes propriétaire de l'un et de l'autre ou au moins minoritaire. Et même si Textor pose peut-être problème au niveau de ses garanties financières, lui qui n'est même pas un gros milliardaire, Textor est malin parce que le Brésil, c'est un énorme vivier de formation. Bim, on le voit avec Jeffinho qui arrive en Ligue 1. L'Olympique Lyonnais est un formidable centre de formation et vivier aussi de formation, tout comme l'est la France. Donc Textor n'a pas posé ses valises n'importe où. On peut également évoquer le cas de 777 Partners, propriétaire du Red Star, du Genoa, du Standard de Liège. Là aussi, stratégie multiclub à 3 et ça peut très bien fonctionner, même en étant sur des niveaux un peu moins élevés. On travaille sous le zoom médiatique et c'est parfois pas plus mal. Les Américains de Redbird Capital Partners qui s'offrent Toulouse en 2020, le Milan champion en titre en 2022 et qui va peut-être continuer. Obligé aussi de vous parler d'Ineos, bien sûr, le milliardaire britannique qui est à Lausanne, Nice et peut-être Manchester United. Ça en revanche, ça poserait vraiment problème et ça posera la question d'une vidéo uniquement sur ce sujet puisque là, avec la même entité propriétaire, vous ne pourrez pas aller jouer la Ligue des Champions et avec le club anglais et avec Nice, alors qu'on le sait désormais, avec tout ce qui a été mis en place à Nice là depuis quelques mois, l'été prochain s'annonce passionnant avec beaucoup de recrues attendues du niveau européen. Donc ce serait étonnant de voir Radcliffe prendre Manchester, ça enverrait des signaux très bizarres au niveau de l'OGC Nice. Puisqu'on parle de club satellite et de stratégie, il faut absolument parler du City Group et ses 10 clubs, Melbourne, Lommel, Yokohama, Sichuan, Manchester City, Montevideo, Palerme, Troyes. Bref, là encore une stratégie différente. L'objectif de ce pays propriétaire est d'être présent dans le monde entier. On a vu d'ailleurs le rapprochement du City Group en Chine avec Xi Jinping, le boss, le président chinois. Ça a créé de nouveaux liens. Le fait d'acheter un club sur place leur a ouvert des portes. Quand je vous disais en début de vidéo, élargir votre réseau de compétences, certes, mais de connaissances, c'est-à-dire de contacts. Ça se fait de cette façon-là. Et au lieu d'élargir votre réseau de contacts à un niveau de chef d'entreprise, de ville peut-être, de maire de ville, là vous le faites au niveau étatique. Vous êtes non plus donc sur des deals à quelques millions, vous êtes à des deals qui concernent des milliards d'euros grâce à la propriété, grâce aux affaires lancées par votre club de foot qui est une vitrine formidable pour les émotions sportives, mais aussi une vitrine vis-à-vis des chefs d'État. Et ça, c'est capital, on l'a vu avec le City Group, dans tous les pays quasiment où ils ont implanté, où ils ont acheté un club, ils ont tissé des liens économiques avec l'Inde, avec la Chine, avec le Japon, ça continue de partout et c'est ça qui est fort. C'est un soft power, vous pouvez l'appeler comme ça, nouvelle génération.
en termes de visibilité, d'influence, de marketing, bref, c'est colossal. Vous créez donc un groupe avec des clubs de foot où tout est interconnecté. On a vu donc Mombers, le français, prendre le lead au niveau du City Group, redispatcher les entraîneurs comme celui de Melbourne qui est arrivé à 3, les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, parce que vous êtes dans un global de confiance, dans une toile d'araignée tissée vous-même et vous n'avez plus ou moins à vous méfier. Ce sont donc des projets tentaculaires qui vous permettent d'améliorer le scouting, d'améliorer aussi vos recrues. Une recrue qui n'arriverait pas à satisfaire le niveau d'un championnat pourrait être renvoyée dans un autre. Bref, c'est gagnant-gagnant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs bizarres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des deals un peu spéciaux. D'ailleurs, quand on regarde les stacks, 3, ok, ça paraît assez carré, ça paraît tenir sur 2 pieds, le projet paraît sérieux, même s'il y a eu un changement d'entraîneur encore en cours de saison, le maintien paraît envisageable, sauf que on se pose quand même la question de pourquoi tant de peine pour se maintenir en Ligue 1 quand on est le City Group. Pourquoi n'ont-ils pas investi l'été dernier un tout petit peu plus ? 1, 2, 3 joueurs clés supplémentaires. On ne parle pas de 50, 60 millions d'euros pour des joueurs pour 3, mais des joueurs avec un peu plus de valeur, avec un peu plus d'investissement pour assurer un maintien tranquille et une place dans le milieu de tableau. C'est ça qui est un peu étonnant dans la stratégie du City Group, mais peut-être qu'ils veulent grandir tranquillement, ne pas trop attirer la lumière non plus et faire éclore des jeunes le plus tranquillement possible. Il y a certainement aussi d'autres tenants aboutissants que l'on ne connaît pas, ou que je ne connais pas, que je ne saisis pas et qu'on découvrira plus tard. Mais en tout cas, ce sont des questions qui se posent, notamment vis-à-vis de 3. Pourquoi ne pas avoir lancé un peu plus fort les stacks? D'autres interrogations, d'autres manigances, elles existent, notamment du côté de Red Bull, qui était propriétaire, vous le savez, de Salzbourg et Leipzig, avec un travail de data, un travail de formation colossal, un vivier de joueurs qui sont allés chercher avec de scouting de très très haut niveau. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous le savez, les institutions, l'UEFA, la FIFA, les États sont toujours à la bourre. Mais ils ont réglé un problème. Ils ont expliqué que un propriétaire ne pouvait pas posséder 2 clubs en Coupe d'Europe. Qu'a fait le Red Bull Salzbourg et le Red Bull Leipzig? Ils ont opéré une scission, un peu fausse, où en fait, pour faire court, dans une des 2 entités, ils ont mis des salariés du groupe Red Bull afin que les propriétaires majoritaires de l'un des 2 clubs ne soient plus ceux du Red Bull, mais des entités personnelles. Sauf que ce sont au final, à titre individuel, vous me suivez, les mêmes personnes, mais avec des noms différents et avec une structure différente. Ça ne change rien, ce sont bien des clubs qui appartiennent au même écosystème. De la même façon, on pourrait penser aux Saoudiens qui ont donc des vues sur l'Inter Milan, en plus de Newcastle, et puis il y a Marseille. Donc vous savez évidemment que eux choisissent une autre façon de procéder, c'est-à-dire mettre des entités différentes en termes d'entreprises, des entreprises qui fondent un consortium et qui leur permettent d'avoir des têtes de consortium différentes à chaque endroit afin de pouvoir faire s'affronter leurs équipes dont elles sont propriétaires. L'Arabie Saoudite fonctionne donc avec un fonds souverain, vous le savez, alimenté en milliards par des sociétés et des fonds d'investissement saoudiens à titre individuel. Le fonds souverain distribue aussi de l'argent parfois à ces sociétés. Bref, tout est imbriqué, sauf que vous positionnez à un endroit ou à un autre des sociétés à titre individuel, et là, vous êtes tranquille au niveau des règles UEFA. Enfin, obligé rapidement de vous faire le point sur le PSG, nouvelle stratégie, le Qatar et son soft power avaient pris place dans la capitale, une aura magnifique, des avantages à Paris et en France, vous le savez bien sûr, on ne va pas y revenir, mais les Qataris, après avoir construit pendant plus de 10 ans ce formidable bateau amiral qui est le Paris Saint-Germain, cette aura dans le monde entier, ce PSG marketing à 100%, eh bien oui, ça y est, ils ont œuvré avec Luis Campos, avec Antero Henrique pour développer le PSG différemment. Ils ont pris des parts minoritaires du côté de Braga, au Portugal justement, afin d'exister, d'opérer différemment et de prendre là aussi un peu de pouvoir et d'influence ailleurs, dans un pays comme le Portugal, qui est lui aussi un formidable vivier de jeunes joueurs, encore à des prix raisonnables, c'est plutôt intelligent et ça montre la volonté d'ouverture. D'ailleurs, pour embêter le Barça, grand ennemi du PSG, le Qatar avait fait miroiter des offres pour l'Espagnol Barcelone.
pour embêter le Barça. Attention, là aussi, avec ces rachats de clubs, au coup de com'. On sait que les Saoudiens adorent se montrer partout dans le monde à acheter tout ce qui bouge, mais aussi beaucoup à faire semblant d'acheter tout ce qui bouge. On sait aussi que les Qataris ont aimé mettre le nez dans les affaires de l'Espagnol Barcelone pour juste gêner le Barça et envoyer des messages. Il y a parfois des messages envoyés et le grand public est un petit peu perdu autour de ça, tant c'est relayé partout. Alors parfois, mieux vaut-il justement juste faire un coup de com' et faire semblant d'acheter un club, prendre uniquement des parts minoritaires et rester dans l'ombre, ou alors réaliser des achats en part majoritaire mais dans plusieurs pays différents afin de créer cette fameuse écosystème, ces clubs satellites. Mais attention, qui dit club satellite ne veut pas forcément dire qu'un club sera tout puissant et les autres ne seront que des sous-fifres. Il y a parfois des équilibres à trouver et ça dépend encore une fois vraiment des stratégies. Parfois on se retrouve avec des tridents, parfois on se retrouve avec 10 clubs comme le City Group. Tout peut changer selon la volonté d'un propriétaire, d'amis aussi, d'un tour de table. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu, j'espère que ça vous a intéressé, suscité votre curiosité. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à commenter aussi pour me dire ce que vous en pensez de ces différents clubs satellites et de ces différents projets. Des projets qui se ressemblent parfois ou totalement différents dans l'état d'esprit. À vous de me dire ça dans les commentaires. Merci pour la force, ceux qui like, ceux qui partagent. On se retrouve dès demain pour un nouveau Dèche Foot en direct, 12h30, 14h, pour échanger ensemble, 100% interaction. Merci mes passionnés et à très vite.